va attendre encore 2 petites minutes avant de commencer. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Je crois qu'on est au complet, on peut peut-être commencer. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre pour ce 2e atelier de l'avenir numérique organisé dans le cadre du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Je suis Vincent Touliana, je suis secrétaire adjoint du Conseil national du numérique et j'aurai le plaisir de co-animer cet atelier avec Jennifer Chrétien, qui est déléguée générale du think tank Renaissance numérique. Pour rappel, le Forum sur la gouvernance de l'Internet a été créé lors du sommet mondial sur la société de l'information de 2003. Ce forum a pour objectif d'engager les multiples parties prenantes dans un dialogue sur la gouvernance de l'Internet. Vous le savez sans doute, depuis 2014, le chapitre français de ce forum organise chaque année une journée de débat et d'échange au début de l'été. Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, ces échanges sont répartis sur différents ateliers qui se tiennent tout au long de l'année. Nous espérons vraiment que ces ateliers permettront de recréer l'ambiance un peu université populaire qui se dégage pendant les journées du FGI et qui permettront des échanges à la fois profonds et conviviaux. Ce sont au total 6 ateliers qui vous seront proposés. L'atelier d'aujourd'hui est le second atelier et il pose la question « Faut-il faire des usages un levier de la sobriété numérique ?» Comme le titre l'indique, cet atelier sur la sobriété numérique prend un angle qui a été assez peu étudié jusqu'à présent, qui est celui des usages. Et pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir un panel de 5 experts que je vais vous présenter de suite. Sophie Quinton est chargée de recherche à l'INRIA. Elle est membre du GDS Eco-Info et du groupe de recherche Internet, IA et Société, dans lequel elle co-anime le groupe de travail politique environnementale du numérique. Bonjour Sophie. Pierre Godilla est responsable de projets scientifiques et techniques au Centre commun de recherche de la Commission européenne, où il travaille dans le groupe Croissance, Innovation, Économie circulaire et Leadership industriel. Bonjour Pierre. Germain Mas est Principal Product Experience Manager chez OVH et il est également responsable de l'équipe Digital Service Eco-Design. Bonjour Germain. Bonjour. Anaïs Aubert est adjointe à la chef de l'unité Analyse économique et intelligence numérique de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Elle y travaille sur l'empreinte environnementale du numérique et elle co-préside le groupe de travail en charge des questions de soutenabilité au BEREC, le BEREC étant le regroupement européen des ARCEP. Olivier Gérard, bonjour Anaïs. Olivier Gérard est coordinateur du pôle médias et usage du numérique à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Sincèrement, merci à toutes et à tous d'avoir accepté de participer à cet atelier. Je laisse maintenant la parole à Jennifer. Merci Vincent et merci à tous les intervenants. Et puis, les personnes se connectent progressivement, donc on va commencer à introduire la table ronde en douceur. Donc, j'ai le plaisir d'introduire ce débat. Je vais être assez bref pour ne pas empiéter sur la discussion. Le secteur du numérique n'échappe plus désormais à la question de son empreinte environnementale. La transition écologique du numérique est intégrée parmi les priorités des plans publics qui ont trait à l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, dont le pacte vert au niveau européen et la feuille de route numérique et environnement du gouvernement français. D'après des études reprises par l'ARCEP, le numérique représenterait aujourd'hui 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et 2% de cette empreinte au niveau national. Alors, si cette part demeure plus faible que celle d'autres secteurs, la forte croissance annuelle de la consommation du numérique soulève des questions quant à sa soutenabilité. Cette question se pose d'ailleurs avec une plus vive acuité cette année, dans cette période où nos vies ont en grande partie basculé en ligne. À côté de son impact en matière de gaz à effet de serre, c'est donc la question de l'empreinte environnementale globale du numérique qui se pose.
consommation de matières premières, consommation énergétique, production des déchets, nous y reviendrons avec les intervenants. Toutefois, car il est à la fois secteur économique et vecteur de transformation des différents pans de notre société, le numérique est un objet complexe à appréhender en ce domaine, y compris en ce qui concerne les gains environnementaux qu'il pourrait apporter. On manque encore de données et de méthodologies partagées, et parfois même des visions s'affrontent dans le débat public. Difficile alors pour les citoyens de se mouvoir entre des injonctions diverses. Poser la question de l'empreinte environnementale du numérique, c'est ouvrir une question particulièrement large. Alors, nous avons fait le choix, avec le Conseil national du numérique, de nous concentrer dans cet atelier sur la question des usages et le rapport des usages numériques aux enjeux de sobriété numérique. Au-delà du fait qu'en 1h30, nous ne pourrions tout couvrir, il nous est apparu que si l'empreinte environnementale des infrastructures et des terminaux est de mieux en mieux connue, l'évaluation des usages numériques pâtit, elle, d'un manque profond de connaissances et de données. Elle fait d'ailleurs l'objet de plusieurs travaux en cours, notamment par le biais de l'ARCEP et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME en France. Or, au-delà de l'enjeu environnemental dont on va parler, cette problématique interroge notre rapport aux usages numériques et, comme nous sommes dans un atelier du Forum sur la gouvernance de l'Internet, questionne des principes chers à cette dernière comme la liberté de choix des utilisateurs et la défense d'un Internet ouvert. Alors, cette table ronde vise à poser les termes du débat et à ce que nous puissions, si ce n'est en tirer toutes les réponses, au moins en sortir avec une meilleure compréhension de la problématique et des défis qui se posent à nous. L'atelier se tiendra en 2 temps. Nous débattrons dans un premier temps avec les intervenants, puis nous ouvrirons les questions au public. Alors, pour permettre une discussion la plus ouverte possible, nous serons aussi vigilants au temps de prise de parole de chacun. Et comme je le rappelais aux premiers arrivés à la table ronde tout à l'heure, on commence à connaître les règles de la prise de parole dans les visioconférences, c'est-à-dire quand on n'intervient pas, merci à chacun de fermer son micro. Alors, je vais commencer ce débat par Sophie, pour commencer un peu à poser les termes du débat. Alors, Sophie, déjà dans un premier temps, qu'entend-on par sobriété numérique ? Et comment le CNRS Éco-Info aborde-t-il le rapport des usages numériques aux enjeux de sobriété ? A notamment émergé dans les débats autour du numérique et l'environnement une distinction entre ce qui relève des usages utiles et des usages futiles. Que pensez-vous de cette distinction ? Merci, bonsoir. Donc, j'ai la difficile tâche d'ouvrir la discussion. Alors, je voudrais commencer peut-être par replacer quelques repères pour commencer sur l'empreinte du numérique. Donc, vous l'avez dit, hein, le numérique, c'est de l'ordre de 10% de l'électricité mondiale, 3-4% des émissions de gaz à effet de serre et surtout, une croissance de 9% par an. Donc, c'est x2 tous les 8 ans. Donc voilà, quand on parle de numérique, on parle alors des terminaux, donc des ordinateurs, des smartphones, mais aussi des infrastructures qui se cachent quelque part derrière nos usages. Donc on en a de plus en plus conscience, les infrastructures réseau, les data centres, et puis il y a tout ce qui relève de l'embarqué, donc l'informatique qui est embarquée dans vos voitures. Il y en a de plus en plus, tout ce qui relève aussi de l'Internet des objets, donc dont on commence à en voir certains usages, mais qui est en explosion, qui est un secteur en explosion et dont on nous explique que la 5G va encore plus développer, faire exploser en réalité ce secteur. Bon, et au-delà de cette question des impacts énergétiques en phase d'usage, il faut bien avoir à l'esprit aussi, et ça c'est pareil, ce que vous avez dit, c'est quelque chose dont on a de plus en plus conscience, que les impacts concernent aussi donc, la phase de production. Donc typiquement, si on pense à l'empreinte environnementale d'un smartphone, quand on parle des calculs de l'empreinte énergétique, en fait en réalité, une grande partie de la consommation énergétique est à la phase de production. Et ensuite, donc, phase de production, phase de fin de vie, là, ce dont on se rend compte aussi, c'est que les impacts sont loin d'être négligeables, et en particulier aussi, même si on est de plus en plus capable de recycler, on va en fait être capable plutôt de faire du décyclage, c'est-à-dire recycler à qualité moindre. D'autre part, les impacts ne sont pas qu'énergétiques, loin de là, on parle de pollution de tout genre, en particulier en ce qui concerne la phase de production et la phase de fin de vie, on parle de conflits pour les accès aux ressources,
de problématiques d'eau, de problématiques de métaux, et aussi, on parle d'humain, on parle d'impact géopolitique, etc. Lié par exemple à l'accès aux ressources. Bon, première conclusion, du coup, il n'y a pas de numérique propre en soi. Alors, au-delà de tout ça, aussi, il faut bien avoir à l'esprit le fait que les effets du numérique ne sont pas que directs, les impacts ne sont pas que directs. Le numérique est un facteur d'accélération, de la grande accélération dans laquelle on est, et donc à ce niveau-là, évidemment, la question des usages est centrale. Alors, comment réduire l'empreinte du numérique? Première aparté, optimisation. Il a été beaucoup question d'optimiser la consommation du numérique. Bon, ce dont on se rend compte par le fameux effet rebond dont vous avez très certainement entendu parler, c'est qu'en réalité, alors que les ordinateurs d'aujourd'hui sont exponentiellement plus efficaces que les premiers ordinateurs, on consomme de manière globale beaucoup plus. Donc en réalité, il se trouve qu'améliorer l'efficacité d'une technologie tend à pousser, développer son utilisation. Donc l'optimisation en tant que telle n'est pas une solution si on n'est pas capable de changer autre chose autour dans le système. De la même manière, pour la circularité, on parle beaucoup d'économie circulaire ces temps-ci. Économie circulaire, on recycle de plus en plus, mais proportionnellement, de façon générale. C'est-à-dire que les déchets qui sont produits sont de plus en plus élevés. Tant qu'à la source et en sortie, les volumes augmentent, l'économie circulaire n'est pas forcément une solution. Alors, du coup, pour en revenir, donc faire mieux ne suffit pas, il faut faire moins, d'où ces enjeux de sobriété numérique. Donc par sobriété, de quoi parle-t-on? On parle dans le sens classique du terme de modération, de prudence, de tempérance, de frugalité, de juste mesure, par opposition chez les Grecs à ce qu'ils appellent l'hubris. Donc l'objectif, c'est bien de faire décroître ou disparaître des usages, au contraire de l'efficience, donc de l'efficacité qu'on obtient par optimisation, qui vise à réduire la consommation sans changer les usages. Alors maintenant, pour venir à la question des usages futiles versus les usages utiles. Alors premièrement, il y a clairement un jugement moral qui est introduit dans cette discussion-là. Bon, typiquement, le rapport du Shift Project sur l'usage insoutenable de la vidéo a beaucoup mis en avant le fait qu'un quart des flux vidéo, c'est du porno. Ça a beaucoup fait parler. Bon, veut-on vraiment se lancer dans cette discussion sur ce que sont les usages utiles contre les usages futiles? Une des questions peut-être à poser sur la table, c'est le fait que ce qui paraît insupportable aujourd'hui, c'est le gaspillage. Donc, d'où cette notion d'usage utile, enfin d'usage futile à mettre au regard des usages utiles. Mais en réalité, éviter le gaspillage n'est pas la même chose que réduire les impacts. Et nous, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de réduire les impacts. Donc peut-être que quelque part, aborder la question par l'utilité supposée d'un usage, c'est prendre le problème par le mauvais angle d'attaque. Si on l'attaque par l'angle moral, et peut-être que plutôt il faut se concentrer sur l'objectif global et la manière d'obtenir ces solutions. Alors, maintenant, la question qui est sous-entendue aussi derrière cette distinction entre usage utile et usage futile, c'est la faute à qui, ou plutôt la responsabilité à qui. Donc on entend beaucoup aussi aujourd'hui un discours qui dit, du coup, il faut responsabiliser, informer et responsabiliser le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse, en son âme et conscience, choisir entre des usages utiles et des usages futiles. Mais une étude de l'ADEME indique à quelles conditions des changements radicaux seraient-ils acceptés, et la réponse de très loin la plus largement avancée est celle qu'il faut que l'effort soit équitablement réparti. Donc ce qui laisse à entendre que cette responsabilisation individuelle va se heurter quelque part à un statu quo qui est qu'on veut bien faire des efforts, mais à condition que tout le monde fasse des efforts. D'où, quelque part, cette situation dans laquelle on se trouve de triangle de l'inaction, où les entreprises attendent que les consommateurs prennent leurs responsabilités. Les consommateurs disent, bah oui, mais en même temps, il faudrait que les entreprises me donnent les produits dont j'ai besoin. Il faudrait que l'État légifère, et l'État dit, oui, moi je veux bien légiférer, mais en réalité, personne ne me suit. Donc ce triangle de l'inaction est, en réalité aussi, probablement ce qui nous bloque. Et donc du coup, comment sortir de ce triangle-là? Ça, effectivement, c'est peut-être une discussion à avoir. Mais en tout cas, la responsabilisation n'est pas forcément à voir uniquement du côté des utilisateurs. Alors, conclusion numéro 2, donc le numérique fait partie d'un système entier qu'il faut transformer, en particulier parce que
si les utilisateurs se décident tous d'un jour au lendemain d'avoir des usages sobres, ça va poser un énorme problème économique. Donc c'est une question aussi qu'on ne peut pas tout à fait cacher sous le tapis. Alors enfin, et pour finir, je voudrais venir sur cette question des usages utiles sous l'angle de la convergence de la transition écologique et de la transition numérique. Donc on a parlé de différents types d'usages et on dit oui, peut-être qu'effectivement, la question de l'empreinte environnementale du numérique pourrait se poser différemment si le numérique lui-même était un facteur de réduction des empreintes des autres secteurs. Alors, la situation actuellement, effectivement, c'est qu'on manque de données, mais bon, une première chose, c'est que pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Ça fait, disons, peut-être 2 décennies qu'on entend parler disons de IT for Green. Pour l'instant, si on prend en compte les effets, les impacts directs des technologies qu'on met en place et qu'on les met en regard des solutions, des gains apportés par les smart technologies, le compte n'y est pas. Alors, est-ce qu'on peut envisager que des solutions à venir ou en développement soient pertinentes? Oui, pourquoi pas? On peut en discuter. Par contre, du coup, peut-être qu'une des choses qu'il faut garder à l'esprit pour ce débat, c'est le fait que on est dans une situation d'urgence écologique et que donc le temps est important, l'argent est important, l'énergie qu'on dépense est importante et que donc quelque part on est dans une situation d'arbitrage et donc que en termes de financement public et en termes de temps, il faut bien se rendre compte ou garder à l'esprit les choix qui s'offrent à nous et peut-être ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Voilà, je m'arrête ici. Je ne sais pas exactement où j'en suis au niveau timing. J'espère que c'est bon. C'est très bien. Merci Sophie pour cet éclairage. Pierre, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les grandes lignes de la politique européenne dans ce domaine et en particulier, comment réfléchissez-vous à l'évaluation de l'impact des usages numériques sur l'environnement? Et concrètement, comment cela se traduit dans les projets que vous menez actuellement, notamment sur les efforts de labellisation? Avec plaisir. Merci Vincent, bonsoir à tous. Merci Sophie également d'avoir planté le débat de manière fort utile. Donc oui, effectivement, je vais peut-être commencer par vous rappeler tout d'abord le contexte dans lequel s'inscrit la sobriété numérique au niveau européen. La Commission européenne actuelle, qui est présidée par Madame von der Leyen, avait défini 6 priorités pour son mandat. Et les 2 principales, donc en début de mandat, étaient déjà axées sur l'environnement, donc le pacte vert européen, et sur l'économie numérique. Alors, le principal objectif du pacte vert, c'est la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais il inclut aussi beaucoup d'autres dimensions, d'autres objectifs environnementaux, notamment sur l'économie circulaire et bien d'autres. Et du côté transition numérique, les objectifs sont sur 4 axes en termes de compétences, d'infrastructures, de transformation numérique des entreprises et de numérisation des services publics. Alors aujourd'hui, donc depuis le début de cette commission, évidemment la crise qui est liée aux mesures prises contre le Covid dans les États membres a apporté une perspective nouvelle à ces priorités, mais elle reste quand même capitale dans l'effort actuel qui est centré donc sur la relance, qui se veut une relance à la fois verte et numérique. Donc ces 2 priorités restent principales et donc à l'intersection des sujets dont nous discutons aujourd'hui. Donc ça c'est le contexte européen. Dans ce contexte, je vais présenter quelques initiatives donc soutenues par le Centre commun de recherche pour lequel je travaille. Nous sommes en fait le service de conseil interne en fait pour les aspects scientifiques et techniques de la Commission. Et la plupart des initiatives européennes se situent reposent sur une approche volontaire, c'est-à-dire surtout l'encouragement à la diffusion de bonnes pratiques dans le secteur du numérique, comme dans beaucoup d'autres secteurs. C'est le cas par exemple d'un guide de bonnes pratiques pour le management de l'environnement dans le secteur des télécoms que mon équipe a publié l'année dernière, donc qui s'appuie sur le système EMAS, donc le système de management de l'environnement européen, et qui couvre aussi bien les réseaux que les centres données, mais dans leur impact environnemental global. On s'est appuyé également pour ce travail sur un
un code de bonne conduite pour les data centers, donc les centres de données, qui lui s'intéresse plus particulièrement à l'aspect efficacité énergétique spécifiquement, et qui fait référence pour les gestionnaires de centres de données. Il s'inscrit d'ailleurs dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone pour les centres de données européens, qui est inclus dans la stratégie numérique de la Commission pour 2030. Bon, au-delà de ça, et donc pour nous rapprocher de la question des usages, nous développons aussi toute une série de critères environnementaux sur les produits et sur les services dans le cadre des réglementations comme Ecodesign, comme Écolabel européen, et ou les critères pour les achats publics verts. Donc, par exemple, les nouveaux critères d'achat pour le groupe de produits qui inclut les ordinateurs, les moniteurs, les tablettes et les smartphones vient d'être publié. Et donc, recense, comme c'est le plus récent, tout un tas d'informations sur effectivement les critères de choix pour ces produits. Et enfin, pour peut-être terminer sur les initiatives au niveau européen, il est bon de mentionner des initiatives plus larges comme la classification des activités économiques selon leur impact sur l'environnement, donc ce qu'on appelle la taxonomie européenne pour une finance durable. Alors, même si celle-ci, pour l'instant, a assez peu d'impact sur les industries qu'on pourrait dire légères comme le numérique, les discussions actuelles visent à prendre en compte leur impact, justement, un des derniers points qu'a mentionné Sophie, donc le greening by, donc c'est-à-dire l'impact du numérique sur la réduction des impacts environnementaux de tous les autres secteurs. Et c'est là aussi où ça va être assez intéressant de voir ce qui sera finalement pris en compte pour cette classification des activités économiques. Donc, une fois dressé un peu ce tableau, je vais, et pour me rapprocher encore du sujet des usages, je voudrais mentionner peut-être 2 ou 3 points qui me semblent assez importants. Le premier, on l'a déjà mentionné, c'est le travail d'optimisation en fait en amont qui peut être mené avant de toucher aux usages. Donc, c'est ce que nos travaux ont montré en fait sur le guide de bonne pratique, par exemple, qu'au sein de l'industrie, on peut quand même faire des efforts pour que l'ensemble du secteur rattrape les performances des entreprises qui sont leaders en la matière, donc en termes de gestion de l'environnement. Et alors, on peut se demander si effectivement il serait pertinent de responsabiliser aussi le consommateur pour l'orienter vers des fournisseurs de services plus performants, par exemple. Mais alors, ça nous a semblé relativement difficile et pour beaucoup de secteurs, en fait, il y a déjà, de notre point de vue, pas mal de concurrence pour faire évoluer les bonnes pratiques les pratiques dans le bon sens, on va dire. Donc, pour ce qui est du point de vue énergétique, notamment, c'est aussi soutenu par le fait que c'est un poste de coût, donc c'est un argument supplémentaire pour beaucoup d'acteurs dans l'industrie pour évoluer dans le bon sens. Et je peux revenir, si vous voulez, sur l'impact du code de bonne conduite sur les centres de données plus tard. Le second point, à notre avis, c'est quand même que la conscientisation des usagers commence par la prise en compte de l'impact environnemental du numérique en général, donc avant de distinguer les usages, on va dire, c'est-à-dire par exemple l'impact relatif de l'utilisation des technologies d'information par rapport à d'autres activités, et aussi la prise en compte, un point qui pour nous s'est avéré assez difficile à communiquer, c'est justement l'approche multicritère, c'est-à-dire en fait les différents impacts environnementaux d'un choix de produit ou de technologie, donc que ce soit sur purement l'aspect énergétique, énergie et CO2, donc ressources, déchets, etc. Pour l'informatique, voilà, on a des arbitrages qui sont pas évidents parfois pour ce qui est par exemple le renouvellement, la question du renouvellement des équipements, que ce soit un remplacement de serveurs ou d'ordinateurs par des produits nouveaux plus sobres, mais bon, qui ont quand même nécessité, enfin déjà on va mettre à la benne les anciens et puis on va quand même extraire des nouvelles ressources pour les nouveaux. Donc pour des serveurs très utilisés, souvent l'arbitrage est oui. Pour des équipements réseau, souvent,
Mais après, pour des terminaux, la question peut être plus difficile. Donc, c'est des arbitrages. C'est un peu comme la prime à la case pour les voitures. C'est-à-dire, c'est pas, la réponse n'est pas forcément évidente d'emblée. Et enfin, un dernier point qui pour nous, c'est plutôt une piste de recherche pour l'avenir, on va dire, hein, pour ce qui est vraiment concrètement de la labellisation et de la reconnaissance des performances et des meilleures pratiques, c'est la prise en compte des aspects logiciels, c'est-à-dire donc les différents rôles du software en fait dans l'économie numérique. Alors, nos travaux en fait nous ont montré qu'on peut faire beaucoup déjà avec du meilleur code, que ce soit en optimisant le calcul, ou en dégraissant évidemment le code lui-même. Donc il y a deux aspects à ça. Il y a une partie qui va se passer, on va dire, en amont, au niveau professionnel, plutôt B2B, où là, c'est transparent sur les usages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même réduire fortement les utilisations avec des codes qui sont mieux faits, qui sont plus intelligents ou qui sont optimisés. Donc là, c'est vraiment avant même de toucher à l'usage ou à l'usager. Et après, on peut aller plus loin en fait en essayant de renvoyer des signaux à l'usager sur sa consommation. Donc, sans être aussi abrupt que par exemple une baisse de définition sur un streaming, mais de faire des choix entre Wi-Fi et 4G par exemple, ou entre des fournisseurs de services ou de logiciels qui ont une approche justement plus sobre ou pas. Il y a des points, par exemple, qui sont assez intéressants. C'est si, selon la manière dont ton code, si le calcul se passe sur le smartphone de l'usager ou en amont sur un serveur, ça va avoir toute une chaîne d'impact qui font que, enfin, grosso modo, c'est quand même plus performant environnementalement de faire ça en centralisé, sachant que dès qu'on commence à faire des calculs sur le smartphone de l'usager, il y a forcément les processeurs travaillent plus et il y a toute une problématique aussi sur l'usage de la batterie qui va donc poser des problèmes d'obsolescence sur toute la machine. Donc voilà, c'est des phénomènes assez complexes que nous, on n'a pas encore quantifiés, mais qui nous semblent des avenues vraiment assez intéressantes pour l'avenir. Et pour ce qui est justement d'arriver à une meilleure information et une meilleure prise de conscience au niveau du usager. Donc voilà, pour conclure, les efforts de labellisation sont importants. C'est difficile de recueillir des données robustes. Ça va faire une vraie différence si au bout du compte, les gens connaissent mieux l'impact de ce qu'ils font. Merci Pierre. Alors, un certain nombre de personnes demandaient dans le chat les sources des travaux qui sont menés par le centre. Je me permets d'ajouter une autre question qu'on n'avait pas évoquée, mais justement, le fait de faire ces labellisations et d'apporter des étiquettes à ces produits, comment on communique sur ces labellisations auprès des utilisateurs finaux, au-delà du fait qu'aujourd'hui, ça fait l'objet de guides de bonne pratique pour les acteurs du secteur, mais comment on atteint les utilisateurs pour les informer? Alors, donc il y a plusieurs manières de le faire. Nous, notre méthode de travail en fait est un peu la même, que ce soit sur une orientation, on va dire, professionnelle du secteur ou usager, c'est-à-dire que quand on développe des critères d'achat, par exemple pour les achats verts publics, c'est plutôt des acheteurs professionnels, mais on va travailler donc avec les producteurs de la même manière que pour un écolabel qui va être en fait orienté consommateur. Donc, nous, je pense que effectivement, le label le plus visible, c'est peut-être l'écolabel européen ou éventuellement l'étiquette énergie. Mais bon, là, c'est sur souvent d'autres types de produits. Enfin, en fait, même si l'étiquette énergie, je ne sais pas si c'est un bon exemple ou un contre-exemple, mais c'est assez difficile de cristalliser, on va dire, des informations assez subtiles sur un seul support. Donc, on essaye toujours de prioriser un peu ce qui nous semble important. Après, voilà, la labellisation, et il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs acteurs aussi qui peuvent intervenir. Il y a vraiment
nous, on travaille sur le développement des critères pour essayer d'avoir en fait voilà, des critères de performance objectifs, etc. Après, tout ce qui est communication et utilisation de ces critères dans des labels, ça peut être fait à bien d'autres échelles et justement, on essaie d'encourager d'autres acteurs pour les reprendre et les vulgariser, mais c'est pas toujours évident. Et puis bon, après, au centre de recherche, c'est au-delà de nos missions. Pour revenir je vais peut-être juste la question sur les sources. Alors bon, tous nos travaux sont publiés évidemment. Je vais peut-être juste mettre un lien vers un rapport que j'ai cité et puis le dernier point sur lequel donc je parlais du calcul, etc. De tête, hein, c'est pas pour leur faire de la publicité, mais je crois que ça venait d'un des participants à nos groupes de travail, qui est justement une entreprise française qui s'appelle Green Spector. Et justement, ils se spécialisent sur l'étude des impacts logiciels, donc des impacts environnementaux des logiciels, des mesures, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Donc, cette source est dans le rapport que je mentionnais, mais je ne sais pas si la question, parce que j'ai du mal à suivre le chat en live, mais je ne sais pas si la question se rapportait à ce dernier élément. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Alors Germain, on a évoqué déjà un certain nombre de questions avec l'intervention de Pierre, notamment sur le sujet du remplacement des infrastructures qu'on avait aussi évoqué ensemble lors de notre échange. Alors une étude publiée dans Science en 2020 indiquait que la consommation des data centers était stable sur 10 ans. Alors au final, est-ce que les usages, ils ont un impact ? Et comment vous abordez cette question et notamment cet enjeu de sobriété numérique, des usages numériques? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Finalement, je représente un peu les industriels du secteur hein, dans cette table ronde et en particulier les acteurs des data centers et des fournisseurs de cloud. Cette question de l'énergie, bon, elle est clé et aujourd'hui, effectivement, que ce soit nos clients, hein, qui sont des entreprises, ou le grand public, est pas mal focalisé sur cette question de l'énergie. L'énergie des data centers a assez peu évolué, effectivement, depuis les 10 dernières années, alors que les usages ont explosé. Principalement parce que, finalement, une grande partie des workloads, en fait, donc de la puissance informatique, c'est progressivement basculé des data centers d'entreprises assez peu efficaces, en fait, vers les data centers des cloud providers et des GAFA, qui, avec beaucoup d'efforts de R&D, essayent d'optimiser au maximum leur consommation d'énergie. Comme le disait Pierre, hein, et nous en faisons partie, nous optimisons cela pas forcément uniquement pour des raisons écologiques, mais également pour des raisons financières et économiques. Et à la limite, c'est tout l'intérêt et c'est plutôt positif. Ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que ça va continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce que ça va continuer à être stable au niveau de l'énergie ou est-ce que ça va commencer à augmenter? J'ai pas la réponse, j'ai pas de boule de cristal. Il y a des usages aujourd'hui qui sont questionnés sur l'intelligence artificielle. C'est une question qui est importante à poser et à avoir en tête. Pour moi, la clé, en fait, et ce que nos clients demandent, hein, typiquement, encore une fois, nos usagers à nous, ce sont les entreprises, hein, mais ce qu'ils demandent, c'est d'avoir plus de visibilité. Et aujourd'hui, et c'est l'engagement qu'on prend au niveau d'OVH Cloud, c'est de pouvoir leur fournir en fait cet indicateur de consommation d'énergie, afin qu'ils puissent, de leur côté, et avec nous, hein, des actions qu'on a déjà entreprises sur des technologies innovantes de refroidissement, etc., mais avec nous, qu'ils puissent finalement optimiser eux-mêmes leurs infrastructures, leurs codes, on en parlait juste avant, et donc avoir conscience en fait des impacts énergétiques de leurs usages. Ça, c'est pour l'énergie, mais c'est qu'une partie de la question. Et en plus, beaucoup d'annonces en fait du secteur ont été données récemment sur la décarbonisation ou l'énergie renouvelable qui va être employée par les GAFA ou par les cloud providers ou les data centers. Donc en fait, l'énergie progressivement va être décarbonée. Sauf que le gros sujet finalement, et ça peu de gens le savent aujourd'hui, le gros sujet pour un cloud provider, c'est surtout la fabrication des serveurs. De la même façon qu'on l'a pour les devices, hein, les smartphones, l'impact majeur en fait en termes d'émissions carbone, mais également de consommation d'eau, d'utilisation des ressources,
vient de la production des ressources physiques elles-mêmes, des serveurs en fait en particulier. Typiquement, dans le cas d'OVH, alors ça dépend des situations. En France, où l'énergie est peu carbonée, près de 2 tiers en fait de notre bilan carbone vient de la fabrication de ces serveurs. Alors par rapport à cette fabrication de serveurs, la première des choses, c'est encore une fois de pouvoir donner à nos clients une information. Pour moi, ce qui me paraît le plus pertinent, c'est déjà de démarrer par les émissions carbone. C'est quand même le critère qui aujourd'hui est peut-être le plus facile à anticiper, à appréhender d'un point de vue client avec l'énergie. Hein. Donc les deux vont de pair pour moi, les deux sont importants. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement leur dire à quel point finalement les infrastructures qu'ils utilisent émettent du carbone. Pour qu'ils puissent, de la même façon qu'ils pourraient le faire sur l'énergie, pour qu'ils puissent optimiser cette empreinte carbone. Ce qui est vraiment intéressant, et j'ai pas de réponse aujourd'hui là-dessus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, potentiellement, les deux indicateurs peuvent venir en contradiction, c'est-à-dire que d'un point de vue carbone, quand on a une infrastructure, il faut l'utiliser le maximum, le plus possible. Parce qu'elle a été produite, et c'est là où elle a émis le plus d'impact, où elle a eu le plus d'impact. Et donc l'idée, c'est d'utiliser au maximum. Donc ça, c'est un des points qu'on veut pouvoir dans les prochaines années développer, et on travaille d'ailleurs dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'INRIA sur ces sujets-là. On veut pouvoir inciter nos clients à utiliser au maximum leurs ressources parce qu'elles ont été produites. Toutefois, utiliser au maximum les ressources veut dire qu'ils vont consommer beaucoup plus d'énergie. Donc là, il y a un vrai choix en fait qu'il faudra être fait, où il y a une équation à trouver. Bref, moi, je n'ai pas la réponse là-dessus, mais c'est pour moi des éléments très importants à travailler. Et puis, au-delà du carbone, il faudra assez rapidement qu'on évoque le sujet de l'eau. L'eau est un point très important pour les data centers. Selon les stratégies de refroidissement, on peut se mettre à consommer énormément d'eau ou très peu. Dans notre cas, on consomme très peu d'eau puisqu'elle est utilisée en cycle fermé, mais certains acteurs peuvent utiliser beaucoup d'eau au profit de l'énergie. Ils vont consommer moins d'énergie, mais ils consomment de l'eau. Donc, je ne pense pas que ce soit une chose positive. Et puis, il restera aussi la question des terres rares, que j'ai déjà évoquée à travers la fabrication des serveurs. Bref, moi, je suis plutôt optimiste parce que, honnêtement, une grande partie de nos clients, qu'ils soient des grandes entreprises ou des startups, nous posent des questions aujourd'hui, nous disent quel est mon impact, comment je peux le réduire en fait. Et donc, la priorité pour nous et pour le secteur, à mon avis, c'est de pouvoir leur donner cette visibilité, qu'ils puissent comparer et choisir aussi les acteurs en fait ou leurs fournisseurs aussi en fonction de ces critères. Donc, pour moi, la priorité, si je devais faire une demande au Père Noël ou au gouvernement ou à l'Europe, c'est d'inciter en fait à l'établissement de cet indicateur et surtout qu'il soit standardisé. Parce que si on regarde un petit peu ce qui est produit par nos concurrents américains, par exemple, sur leur consommation, sur leurs impacts environnementaux, typiquement, ce que je disais tout à l'heure sur la partie émissions carbone ou impact en fait de la fabrication de serveurs est souvent complètement négligé et n'apparaît pas en fait dans leurs bilans environnementaux. Ils s'occupent principalement de regarder les impacts liés à l'énergie, souvent, voire un peu leur chaîne de valeur, mais c'est très limité. Et donc, il faut qu'on statue sur une norme en fait d'indicateurs ou en tout cas un standard qui permettrait de pouvoir donner à nos consommateurs, à nos clients, le moyen de pouvoir comparer ce qui est comparable et de faire des choix. Et je suis moi plutôt optimiste dans le fait que les choix s'imposeront d'eux-mêmes. Merci Germain. Alors, beaucoup de questions dans le chat, donc je vais quand même en piocher, même si on s'en garde quelques-unes pour la fin des interventions. C'est notamment Charnay qui demandait si on peut savoir à quel rythme les serveurs sont renouvelés. Et puis ça faisait écho aussi à une remarque de Sophie, si Sophie souhaite aussi intervenir. Germain, je vous en prie. Absolument. Alors, la question de la durée de vie des serveurs est clé. Et c'est là où on peut être assez smart, en fait. C'est-à-dire que c'est nous, ce qu'on pratique depuis déjà très longtemps. Et encore une fois, c'est pour des raisons qui sont avant tout, je ne vais pas m'en cacher, qui sont avant tout financières. C'est une question aussi d'investissement. Et si on peut être capable, en fonction des usages, on peut être capable de réutiliser un serveur informatique parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de toute la puissance des derniers processeurs informatiques ou de systèmes de calcul très récents pour faire fonctionner certains d'autres types d'utilisation. Par exemple, un serveur de stockage n'a pas besoin nécessairement des tout derniers processeurs. Et donc, il y a une idée derrière tout ça qui serait de dire, ce qu'on pratique déjà, mais qui serait de dire d'imaginer plusieurs cycles de vie. Nous, chez OVH, on en a 3, en fait, on a 3 cycles de vie qui permettent de rallonger au maximum
la durée de vie de ces serveurs et donc de limiter potentiellement l'impact environnemental en fonction des usages, encore une fois. Sophie, Ouais, du coup, enfin, ma question était en fait effectivement sur la durée de vie des serveurs, mais plus généralement, peut-être on pourra y revenir. Ma question, elle est, j'entends plein de pistes pour faire mieux, et c'est ce que vous faites déjà en fait, mais pas forcément pour globalement faire moins. Or, c'est ça l'enjeu quelque part quand on parle de l'empreinte environnementale du numérique, on parle de l'empreinte totale. Est-ce que vous voyez une contradiction entre les deux ou pas? Est-ce que c'est une question à laquelle vous réfléchissez? Le positionnement d'OVH n'est pas de prôner une décroissance numérique. Hein. Nous, on est acteurs du numérique et on pense que le numérique est une partie de la solution de cette transformation et de cette transition écologique. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas gâcher. C'est vraiment fondamental pour nous et c'est la priorité pour nous. C'est de faire en sorte que quand une ressource est mise à disposition, elle ne soit pas gâchée, elle soit utilisée autant que possible par nos clients. Et là, les technologies de virtualisation et le cloud nous aident. C'est que dès lors qu'une ressource n'est plus nécessaire ou n'est plus le client n'a plus besoin de l'intégralité de ses ressources, on a la capacité de libérer la ressource pour la redonner à d'autres clients. Et donc après, à nous, cloud provider, de gérer notre supply chain pour optimiser cette utilisation et de ne pas avoir de ressources mortes. Mais en tout cas, c'est la clé pour moi. C'est vraiment de faire en sorte que les infrastructures qu'on met à disposition de nos clients soient utilisées à 100%. Merci Germain. Anaïs, vous, comment abordez-vous à l'ARCEP cette question et notamment la question qu'on a eue par rapport au data center qui disait que justement l'évolution des usages avait eu peu d'impact sur la consommation énergétique. Est-ce que c'est la même chose au niveau des réseaux? Est-ce que le fait qu'on ait une consommation de données qui explose, ça a un impact ou pas sur la consommation énergétique des réseaux et plus largement sur leur empreinte carbone? Et une deuxième question par rapport justement à l'ARCEP et les questions de neutralité du net, c'est quelles conséquences la sobriété numérique du point de vue des usages peut-elle avoir sur notre conception d'Internet et sur la neutralité du net? Et on a eu une question dans le chat qui était de savoir est-ce qu'une sobriété numérique n'inclurait-elle pas un contrôle plus dur des usages d'Internet? Merci Vincent. Donc je vais essayer de répondre à ça. En préambule, j'interviens pour l'ARCEP. L'ARCEP, c'est une autorité administrative indépendante. Donc elle est indépendante, mais donc dans le cadre de missions qui sont fixées par la loi. Et cette mission de l'ARCEP, c'est d'être gardienne, architecte des réseaux. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que les dynamiques des intérêts des acteurs privés se concilient avec l'intérêt général. Donc l'ARCEP, elle veille à plusieurs choses et entre autres, aujourd'hui, ce que je peux citer pour ce qui est intéressant dans notre débat aujourd'hui, c'est l'ARCEP, elle va veiller à ce que les déploiements se fassent sur le territoire, le déploiement des réseaux, que tout le monde y ait accès de manière égale. Elle va s'attacher à donner de l'information pour donner du pouvoir au consommateur et que le consommateur soit capable de faire des choix éclairés. Et elle est garante de la neutralité du net. Et donc, j'y reviendrai un tout petit peu après dans mon intervention. Pour ce qui est donc du lien entre la consommation de données générée par donc, les usages et l'impact sur les réseaux et l'impact environnemental des réseaux. Donc effectivement, il y a un lien entre usage et consommation des réseaux, impact des réseaux. Les usages dimensionnent nécessairement les besoins en capacité, mais aussi les besoins en qualité de service. Certains usages, typiquement comme la télémédecine par exemple, dont on parle beaucoup. Aujourd'hui, il y a des besoins de latence, etc. Ce qui est important de dire, et ça a été dit au préalable, notamment par Pierre, on parle d'usage, mais la question des usages, elle est vraiment très, très liée à celle des services. C'est-à-dire qu'on a des fournisseurs de contenu et applications qui développent des services, et ces services vont devenir des usages. Mais c'est ces fournisseurs de contenu et applications qui sont gestionnaires des services, qui sont consommés sur Internet, et qui ont une influence directe sur la consommation de données. Donc, on y reviendra après, mais c'est quelque chose qui est important pour essayer de comprendre ce qui se passe et voir ce qu'on peut faire. Et donc, effectivement, les usages progressent. Notamment, vous pouvez le retrouver dans le baromètre du numérique qui est publié chaque année, mais on a davantage de terminaux en circulation, davantage de connexions, notamment en mobilité,
il y a beaucoup plus de temps qui est passé sur Internet et on a beaucoup plus d'usages très variés qui émergent et donc on a davantage voilà, on a une explosion des usages. Et donc la quantité de données qui est transportée sur les réseaux, elle explose également. Donc, quel est l'impact maintenant concrètement sur les réseaux en matière de consommation énergétique seulement? Donc, sur les réseaux fixes, la consommation énergétique, elle ne va pas vraiment être dépendante des usages, hors fed, hors saturation, puisqu'en fait, on va mesurer la consommation d'électricité à la ligne. Donc, voilà, on regarde une ligne fixe et voilà, après, il y a un flux de données dessus, mais c'est la ligne qui consomme. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les réseaux fixes, c'est que la fibre, elle est quand même plus efficace énergétiquement, puisqu'elle consomme 3 fois moins que la DSL et elle consomme 4 fois moins que le RTC, donc le réseau téléphonique commutatif, ce qu'on avait il y a très très longtemps et qui existe encore dans certaines zones du territoire. En revanche, la consommation des réseaux mobiles, l'appréciation est différente, puisque là, pour mesurer l'impact et la consommation énergétique, on regarde la consommation en kilowattheure par gigaoctet de données transmises. Et donc, si on, par des estimations, suite à différents calculs, et tout ça, vous pourrez le retrouver dans des notes qui ont été publiées par l'ARCEP, une note qui a été publiée en 2019 sur les réseaux du futur, et également dans son rapport publié l'an dernier sur un numérique soutenable. En moyenne, un utilisateur de réseau 4G consommerait 10 fois plus d'électricité qu'un utilisateur sur fibre pour la même quantité de gigaoctets mensuels consommés. Donc voilà, c'est 10 fois plus sur un réseau fibre. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, effectivement, ça a été déjà dit, l'empreinte environnementale des réseaux, c'est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre et la quantité d'électricité nécessaire ou d'énergie nécessaire, c'est également l'utilisation des ressources, donc des terres rares, etc. Et un usage implique effectivement des conséquences sur l'utilisation des réseaux, mais vraiment sur tout l'écosystème, donc des data centers aux terminaux. Et pour vous donner un chiffre, les réseaux sur l'empreinte environnementale du numérique, c'est 5% de l'empreinte selon un rapport du Sénat après une étude Citizing. On est à 80% pour les terminaux et 14% sur les data centers. Nous, de notre côté, à l'ARCEP, on travaille et notamment beaucoup avec l'ADEME pour essayer de continuer à comprendre l'impact énergétique du numérique et des usages sur les réseaux et sur les différentes briques de l'écosystème. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours et il faut continuer à travailler pour réussir à avoir des mesures cohérentes, partagées et plus fines. Ensuite, sur la question, voilà, maintenant qu'on a posé ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait au niveau des usages? Sur votre question sur la neutralité du net, sur les usages futiles et utiles. Donc, en intro, je disais que l'ARCEP, elle est garante de la neutralité du net. Et donc, ça, c'est un règlement européen de 2015 qui introduit le principe et ça a été traduit ensuite dans la loi Le Maire en 2016. Et donc, qu'est-ce que c'est que la neutralité du net? Donc, dans le règlement, l'article 3 dit « Les utilisateurs finaux ont le droit d'accéder aux informations et aux contenus ». Donc, ça veut dire que les fournisseurs d'accès à Internet sont tenus de ne pas limiter ce droit. En pratique, les opérateurs doivent traiter tout le trafic de manière égale, non discriminatoire, et quelle que soit la nature des données et des flux en circulation. Et l'ARCEP, elle est garante de ce principe-là. Et donc, on agit dans ce cadre-là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile de dire quelque chose est utile, quelque chose est futile. Et dans ce cadre-là, l'ARCEP s'est quand même positionné en disant que le numérique doit tout de même prendre sa part à la réduction de l'impact, sans pour autant, et c'était ce qui a été dit avant, sans pour autant renoncer à toutes les opportunités que nous offre le numérique. L'an dernier, on a, dans le cadre d'une réflexion sur l'empreinte environnementale du numérique et sur comment rendre le numérique soutenable, on a organisé plusieurs ateliers avec différentes parties prenantes et on a organisé une discussion dont le thème était comment faire vivre soutenabilité du numérique et liberté de l'utilisateur. Et cette discussion, elle impliquait en fait cette question de la neutralité du net et du principe de l'ouverture de l'Internet. Et on posait justement cette question, on posait la question de est-ce qu'on peut définir des usages futiles ou utiles et comment en décider au nom de quoi.
Et les participants, donc l'ARCEP n'intervenait pas dans ces discussions, les participants étaient d'accord sur le fait qu'en fait, c'était pas possible, et pour toutes les raisons qu'on a abordées avant, des questions morales, etc., c'est pas possible de définir des usages utiles ou futiles, et que donc les participants ont indiqué qu'il fallait une sensibilisation des utilisateurs, mais que c'était pourtant insuffisant, que l'information est un levier majeur pour permettre à tous d'agir sur ces usages et ces services, et que pour l'instant, cette information a été insuffisante. Il faut une information pour former les utilisateurs, mais également les développeurs, tout l'écosystème, de l'information pour éviter le greenwashing et de l'information pour comprendre d'où vient le problème et le traiter. Et donc, c'est là-dedans que, voilà, pour dire un peu ce que nous, comment on a abordé les choses et ce qu'on essaye de faire au niveau de l'ARCEP, on s'est positionné en tant que régulateur qui donne de l'information, qui utilise ce qu'on appelle la régulation par la data. Notre rôle, on l'a considéré comme donner de l'information aux utilisateurs pour accroître les incitations. Donc, accroître les incitations des consommateurs, donc à consommer de manière éclairée, et donc à savoir quel était l'impact de leurs usages, mais également accroître les incitations des acteurs privés qui, en fait, suivent le chemin des utilisateurs. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de récolter des données pour influer sur les comportements. Ça, on a commencé à le faire. Ce qu'on voudrait, l'ambition, c'est de créer, donc nous, on n'est pas sur des labels ou quoi, mais à notre échelle, ce qu'on voudrait, c'est travailler à la création d'un baromètre environnemental. Donc, ça serait de publier quelque chose qui va se construire petit à petit avec tout un certain nombre d'informations qui pourraient permettre aux utilisateurs de se repérer dans l'impact environnemental de leurs usages et des services qu'ils consomment. Donc, on a déjà commencé à construire ce baromètre sur la partie réseau avec les possibilités qu'on avait. Donc, l'an dernier, on a commencé à récolter des premières informations environnementales au niveau des opérateurs. Et on est en train on continue à développer notre collecte d'informations. Il va y en avoir une deuxième en 2021, un peu plus poussée. Et donc, on essaie de faire ça en collaboration, évidemment, avec les acteurs. Et donc, l'idée, ça serait vraiment d'intégrer des données de toutes les briques de l'écosystème, puisque, comme ça a été dit avant, on ne peut pas juste se concentrer sur les réseaux. Il faut aborder le problème de manière globale et avoir des informations de la part de toute la chaîne de valeur. Chacun doit prendre sa part. Le consommateur doit être plus averti et doit faire des choix en connaissance de cause, mais vraiment, tout l'écosystème doit prendre sa part. Au cours de nos ateliers, des idées qui sont ressorties, parce que vraiment, ça a été vraiment quelque chose qui était particulièrement souligné, c'est-à-dire que c'est bien de responsabiliser les utilisateurs, mais pas seulement. Voilà, les services, ils sont développés par des fournisseurs de contenu et d'applications, il faut les impliquer. Et donc, ça a été abordé précédemment, mais il y a des solutions pour essayer de limiter la consommation de bandes passantes sans pour autant dégrader l'expérience utilisateur, avec plein de choses, par exemple, qui sont assez faciles à imaginer. Par exemple, désactiver l'autoplay, des vidéos qui se lanceraient toutes seules, de tout ce qui est infinite scrolling, adapter la qualité de la vidéo à la taille de l'écran, par exemple, intervenir sur les publicités. C'est des solutions qui ont été abordées. Et puis après, voilà, ça a été également mentionné plus tôt, mais essayer d'éco-concevoir les applications pour moins consommer de bandes passantes. Et ça, cette éco-conception des applications, elle va aussi avoir un impact sur les terminaux, en fait, sur la durée de vie des terminaux. Et comme ça fait le lien, du coup, avec cette vision écosystémique, puisque les terminaux sont quand même responsables de la majeure partie de l'empreinte. Et donc, il faut essayer de limiter leur renouvellement. Et donc, en travaillant aussi sur les services, on peut essayer de limiter le renouvellement des terminaux avec des choses comme, par exemple, distinction dans les mises à jour, distinguer les mises à jour évolutives, correctives, permettre voilà, des mises à jour qui vont permettre de faire durer plus longtemps les terminaux, assurer un meilleur support logiciel, prévoir une meilleure interopérabilité, etc. Donc voilà, donc c'est plein de mesures qui peuvent permettre d'améliorer
voilà, les performances environnementales de nos usages et sur lesquels on travaille pour essayer d'avancer. Voilà. Merci Anaïs. Alors, il y a un débat vif en parallèle qui est assez intéressant à suivre et il y a une question qui va me servir de transition avec Olivier. Notamment, il y a eu un débat qui s'est lancé sur le fait que la fibre ne couvrait pas tout le territoire. Donc, je pose aussi la question de l'accessibilité numérique pour les usagers. Alors, Olivier, on a abordé beaucoup de choses depuis 60 minutes. Et finalement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment les usagers… Alors, vous n'avez pas vocation à représenter tous les usagers de la France, mais du coup, de votre point de vue, du côté de l'UNEF, comment vous percevez ces enjeux de sobriété numérique? Quelles sont, par exemple, vos aspirations en la matière? Et puis, y a-t-il un nouveau risque d'inégalité numérique en la matière si je fais le lien avec le débat sur la fibre qui s'est lancé dans la discussion parallèle? Bonjour à tous, merci déjà pour cette invitation. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je me permettrai également de réagir. Donc effectivement, nous on essaye d'observer, de voir comment cette question de l'impact environnemental et cette question de la sobriété numérique est prise en compte ou compris par les usagers. Ce qu'on constate, c'est qu'on est quand même dans une relation qui est assez complexe. Parce que d'un côté, on constate quand même qu'il y a une vraie préoccupation des usagers, des citoyens autour des enjeux environnementaux et que la question aussi de l'impact du numérique, on sent qu'elle commence à émerger. Il y a plusieurs enquêtes qui avaient été menées, alors avant d'ailleurs la crise sanitaire et le premier confinement, et on sait que ce confinement a évidemment modifié le rapport de chacun au numérique, et qui montrait quand même que il y avait une vraie préoccupation autour des questions numériques et environnement, qui avait une vraie volonté aussi d'être, pourquoi pas, prêt à changer des choses, à modifier ses usages, à avancer sur ces idées-là. Mais en pratique, on constatait que derrière ces déclarations, derrière cette appétence qui était affirmée, on n'avait pas toujours l'effet sur les pratiques réelles, les pratiques constatées. Ça a été dit, je crois, par Anaïs, c'est qu'on a une augmentation des pratiques numériques, des usages, des équipements également. Alors, ça a été accéléré évidemment par la crise sanitaire, mais c'est une tendance qui était progressive depuis de longues années, et que du coup, on pouvait s'interroger sur ce décalage. Pourquoi ce décalage? Est-ce que c'est lié à finalement une difficulté à faire passer le message, ou est-ce que c'est autre chose? Ce qu'on constatait également, c'est que, et ça a été assez peu dit, me semble-t-il, c'est que sur la question des usages du numérique, il y a effectivement un enjeu environnemental, mais que cet enjeu, il se retrouve aussi confronté, j'allais dire, à d'autres aspirations des usagers. Une aspiration d'abord de pouvoir profiter des promesses du numérique, en tout cas des promesses qui sont vendues par les opérateurs, par les acteurs économiques, et qui ont aussi, pendant la crise sanitaire, montré quand même une efficacité. Donc, c'est quand même important, c'est-à-dire que cette question de comment est-ce que je dois repenser mes usages, comment est-ce que je peux agir à mon niveau, c'est aussi évidemment cette question de est-ce que ça veut dire moins pour reprendre ce qui a été dit, je crois, par Sophie, est-ce que ça veut dire moins de numérique, moins d'usage, est-ce que ça veut dire mieux de numérique, mieux d'usage, mais dans un contexte où on a quand même le sentiment que ce numérique, il est nécessaire, qu'il apporte beaucoup de choses et qu'il est bénéfique pour nous. Alors, on pourra en rediscuter sur la réalité de ça, mais c'est le ressenti qu'ont aussi les usagers. Il y a aussi un aspect, et tu l'as dit, Jennifer, c'est que la crise, elle a quand même montré aussi des inégalités d'accès à ces outils numériques, et elle a accru un certain nombre d'inégalités, et qu'elle a été plutôt perçue comme un vrai enjeu de politique publique. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est bien de pouvoir permettre à chacun d'accéder à ces outils, à ces usages numériques, et que finalement, ça peut se heurter ou confronter cette envie d'un numérique qui soit plus soutenable, plus durable. Il y a aussi d'autres aspects. C'est finalement, cette explosion du numérique, elle soulève des interrogations en termes de risque. Alors, il y a le risque environnemental, mais ce n'est pas le seul risque.
Il y a le risque sur les données personnelles, des risques sur les pratiques à risque, les risques sur l'impact sur la santé mentale, par exemple, qui est lié notamment à des pratiques excessives, et que finalement, tout ceci, le consommateur, l'usager, doit prendre en compte tous ces aspects-là pour finalement pouvoir aller vers ce qui était évoqué, c'est-à-dire le choix éclairé, la liberté de choix. Et donc, nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, mais que ça ne se traduit pas encore forcément par une action, quelque chose d'actif, de généraliser par les consommateurs. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je voulais intervenir. Un deuxième point, c'était qu'effectivement, il y a l'enjeu de cette question de liberté de choix du consommateur, de pouvoir finalement, dans ses usages, agir ou vers des pratiques qui seraient plus soucieuses de l'environnement. Alors, on a évoqué la question de labels, d'une information renforcée sur des fournisseurs d'accès qui seraient plus soucieux de l'impact environnemental, de la consommation énergétique, etc. Donc, il y a l'idée de donner de plus en plus d'informations aux consommateurs, et ça, c'est évidemment, nous, en tant qu'association de consommateurs, quelque chose qui est fondamental, mais il faut quand même aussi se rappeler que, et ça a été dit, on est dans un contexte où il y a un enjeu économique très fort, évidemment, autour du numérique, et que la question du numérique et de la liberté de choix, elle est quand même délicate, parce qu'on est face dans un système où il y a une pression très forte pour utiliser de plus en plus les outils numériques, pour se rééquiper en permanence, pour aller vers des usages de plus en plus importants, et que du coup, cette liberté de choix, elle est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et que, entre nous, on essaye d'accompagner, de communiquer sur la nécessité de repenser finalement ces usages numériques, mais qu'on a face à nous quand même une espèce de machine économique vers le numérique qui est là, et que le choix du consommateur, il est quand même extrêmement contraint. Et qu'on ne peut pas déconnecter cette question de l'effet des usages, de la modification des usages. Et dans les différents échanges qu'il y a eu sur le chat, on voyait bien qu'il y avait cette question-là, je pense. La question de la publicité, par exemple, est une vraie question. La question du label, si on prend le label, l'idée de mettre un écolabel sur les différents équipements, oui, évidemment, mais quand on voit, par exemple, comment on a réussi à mettre en place sur un autre sujet, Nutri-Score, par exemple, donc aujourd'hui, on n'a pas encore ni la possibilité que le label Nutri-Score soit indiqué sur tous les produits, qu'il soit indiqué dans tous les messages publicitaires, et que les Nutri-Score de mauvaise qualité ne peuvent même pas être interdits dans des messages publicitaires à destination, par exemple, des enfants. On voit bien que on peut développer des labels, mais que derrière, il faut avoir une vision beaucoup plus globale. Et comment est-ce que ces labels-là, on va pouvoir communiquer, mais qui ne vont pas finalement être une petite goutte d'eau face à un enjeu économique beaucoup plus important. Donc ça, c'est quand même une réflexion un peu plus générale à avoir. Alors après, on a également évoqué, et ça c'est un sujet extrêmement intéressant, la question des usages futiles et la question des usages utiles. Donc nous, on est depuis toujours à l'UNAF des défenseurs de la neutralité du net. Donc évidemment, le choix doit être celui des consommateurs, et il ne s'agit absolument pas d'imposer des choix dans les usages qui seraient possibles, dans les contenus qui seraient accessibles, etc. Il faut que ce soit vraiment le consommateur, l'usager qui puisse utiliser ces aspects-là. Je trouve que la question des contenus moraux, elle est véritablement posée. J'irai au-delà, je dirais que, et je le disais tout à l'heure, il y a tout un ensemble d'enjeux qui se croisent, et que finalement, ce qu'il faut éviter, c'est d'être dans un discours ou dans des choix qui seraient soit contraints pour le consommateur, soit des discours injonctifs. Il faut véritablement qu'on soit dans un choix qui soit celui du consommateur, en fonction aussi de son environnement, de sa réalité de vie, de ses besoins, de ses attentes. Un usage futile pour un consommateur n'est pas la même qu'un autre usage pour un autre consommateur. Nous-mêmes, associations de consommateurs, on ne sait pas quels sont véritablement les usages utiles. Les usages qui peuvent être considérés comme futiles pour certains peuvent être extrêmement utiles pour d'autres. Et qu'au final, l'important, c'est que les consommateurs prennent conscience qu'ils ont aussi la nécessité de réfléchir, de repenser finalement, est-ce que cet usage, il est utile ou pas pour moi, dans mon contexte, dans mon environnement. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment renforcer l'information et la sensibilisation des citoyens. Alors on le fait, on est beaucoup d'associations à le faire, mais qu'il y a sans doute à aller plus loin.
Je sais qu'il y a des projets dans les différents travaux qui sont menés pour essayer de renforcer cette information-là, et ça, c'est quelque chose évidemment d'important, parce qu'encore une fois, on a des consommateurs qui reçoivent beaucoup d'informations et il faut véritablement constamment revenir vers eux parce que face à ça, il y a encore une fois cette espèce de machine numérique et économique qui va peut-être leur faire passer ou les inciter à aller vers d'autres consommations. Le deuxième aspect quand même, c'est au-delà de l'information et de la communication, notamment autour des réflexes, des bonnes habitudes à avoir, parce qu'il y a quand même des usages qui sont peut-être plus soucieux de l'environnement et sur lesquels il faut continuer à communiquer. Moi, il me semble que véritablement, l'enjeu, c'est aussi d'accompagner les usagers à réfléchir, à repenser finalement le numérique, la place du numérique dans leur vie, la place du numérique dans leur activité au quotidien et d'aller vers quelque chose qui soit un usage beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus soutenable. Et c'est ça le cœur, pour moi, de la sobriété numérique et pour nous. Donc, c'est vraiment qu'on incite chacun à s'interroger sur la pertinence ou non de tel ou tel usage. Mais encore une fois, sans être dans un discours injonctif et contraint, mais bien que chacun se questionne quelle place on veut laisser au numérique dans nos vies et comment est-ce que ce numérique-là doit être un numérique qui soit finalement utile pour nous, mais pour le collectif également. Et là, on peut inclure des aspects environnementaux. Donc, c'est très important parce que ça veut dire derrière cette réflexion sur les usages, ça va être la réflexion évidemment aussi sur les équipements, puisque le lien entre usage et équipement, ça a été dit, est lié quand même, et qu'un certain nombre d'usages peuvent inciter à un certain nombre d'équipements, alors d'équipements individuels, mais aussi d'équipements en termes de réseau, d'infrastructures, etc. Et qu'il faut que chaque consommateur puisse réfléchir à tout ceci, et de manière la plus libre possible, mais aussi la plus accompagnée, parce qu'on l'a bien vu, c'est quand même des sujets extrêmement compliqués. Ici, on est sur une table ronde, on a un certain nombre d'experts qui interviennent, mais que l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner, je dirais, le citoyen lambda et sans aucun propos évidemment péjoratif, mais de se dire que, encore une fois, des consommateurs ont face à eux un certain nombre de choix à faire. C'est des sujets qui sont quand même extrêmement compliqués. On a bien vu nous-mêmes qu'on distinguait entre l'usage, l'usager, l'usage des produits, etc. Mais que pour beaucoup de consommateurs, tout ceci il n'est pas si simple à appréhender. Donc, il faut qu'on crée aussi des lieux où on puisse échanger sur cette discussion. Alors, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un certain nombre de lieux qui avaient été évoqués. Il y en a d'autres, il faut les faire connaître. Il faut leur donner aussi les moyens de fonctionner. Et ça, c'est aussi un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin d'accompagner des usagers sur ces questions-là, mais qu'il n'y a pas forcément les moyens pour pouvoir mener des ateliers, des rencontres, des échanges, des discussions où on peut repenser collectivement ces questions d'usage du numérique, mais pour que chacun puisse finalement passer à un numérique plus réfléchi, plus raisonné, plus raisonnable peut-être. Voilà, c'était les propos que je voulais dire. Je pense que j'ai essayé de répondre aussi par rapport à ce qui avait été dit. Alors, une dernière question peut-être qui était posée, c'était effectivement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de nouvelles inégalités? Oui, aujourd'hui, on voit bien que on est dans un contexte où l'accès au numérique n'est pas identique pour tout le monde, on bascule sur des technologies qui vont passer de la fibre à la 4G, de la 4G à la 5G, sans d'ailleurs s'assurer que tout le monde puisse accéder à ce numérique, et qu'on va demander à ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas accéder au numérique, peut-être d'avoir une pratique raisonnée, alors même qu'ils n'accèdent pas aujourd'hui au numérique. Donc il faut quand même bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une situation où tout le monde peut accéder à ces usages et que c'est peut-être aussi un défi à prendre en compte. Voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu aux différents points qui avaient été évoqués. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes les réponses. C'est très exhaustif. Je ne sais pas si les différents participants veulent répondre avant qu'on ouvre aux questions du public. Si vous avez une rapide réaction, peut-être en une minute, par rapport à ce qui a pu être dit, ou on ouvre directement au public. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Aucune. Donc, on peut commencer à ouvrir les questions du public. Je vois qu'il y a une première question.
questions. Il y a une question pour Germain qui est est-il possible de connaître la consommation ou l'émission due à une requête HTTP sur un cloud OVH? Ouais, j'ai vu plusieurs questions en relative effectivement à la consommation du cloud. Euh, Une requête HTTP, c'est un indicateur. Pour moi, il y en a énormément d'autres. Il y a les émissions d'un gigaoctet de données stockées, par exemple. La question, on peut dès demain commencer à imaginer en fait d'avoir ces indicateurs. La question serait vraiment la pertinence de ces indicateurs. J'ai pas la réponse malheureusement pour la communiquer auprès des spectateurs, enfin des personnes qui sont dans la conférence, mais je pense qu'effectivement, enfin en tout cas c'est une bonne idée. Il faut qu'on trouve des éléments assez concrets que l'ensemble des personnes, à minima des experts, mais si possible de plus en plus du grand public, puissent s'approprier ces éléments pour pouvoir avoir des comparaisons. Quoi qu'il en soit, et ça faisait aussi rapport avec une autre question, qui était de dire oui, mais alors c'est quoi l'impact d'un serveur, etc. C'est toute l'ambition d'OVH sur cette année, de pouvoir donner en fait ces éléments, de pouvoir mettre à disposition ces éléments dans un premier temps dans une vue plutôt agrégée, qui serait plutôt une moyenne en fait de nos impacts, mais dans un second temps et le plus vite possible, on y travaille, de pouvoir donner des éléments quasi temps réel en fait sur ces impacts environnementaux, à commencer par l'énergie et le carbone, comme je disais. Alors, il y a une question de Charnay qui est est-il possible d'avoir l'avis des intervenants sur le fait d'interdire ou de limiter certains usages comme la data illimitée ou les smartphones subventionnés? Qui veut répondre? Je pense que plusieurs personnes peuvent répondre dans ce tour de table. Sophie? Je vais répondre par une question pour Olivier. Parce que c'était à propos de cette réflexion sur la liberté et le libre choix du consommateur, sur le fait que c'était important de laisser le consommateur prendre ses responsabilités, mais en connaissance de cause. Et du coup, ma question, c'est est-ce que laisser chaque consommateur prendre ses responsabilités individuellement, c'est réellement lui laisser un libre choix, ou est-ce que finalement prendre des décisions collectivement, ça serait pas mieux respecter la liberté des consommateurs? Je dis ça en particulier par rapport à la réflexion et la remarque que je faisais au début sur cette étude qui indique que chacun est prêt à faire sa part à condition que l'effort soit équitablement réparti, et que donc d'une certaine manière la responsabilisation individuelle est peut-être pas forcément une bonne solution, et peut-être aussi pas la solution qui correspondrait le mieux aux envies des consommateurs. Alors, oui, alors je peux pas, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que évidemment les consommateurs ont une responsabilité, mais ils doivent avoir leur responsabilité, et pas ni plus ni moins. Il ne s'agit pas de transférer toute la responsabilité sur les consommateurs. Il y a des décisions qui peuvent être plus collectives, mais à condition qu'elles soient effectivement des décisions discutées, échangées, etc. Je pense que par exemple sur la question des smartphones subventionnés, si on fait le lien, la question n'est pas de demander à chacun des consommateurs d'avoir un avis sur ce sujet, mais que clairement, il y a une réflexion qui doit être partagée. Alors, en tout cas, nous, sur les smartphones subventionnés, il nous semble que c'est un dispositif qui est effectivement extrêmement pervers, qui mériterait probablement d'être réfléchi pour expliquer effectivement que le consommateur puisse comprendre ce qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que ça va vers quelque chose qui soit qui incite en fait finalement aussi à un renouvellement régulier du téléphone. Donc, sur cette question, on est plutôt favorable à une interdiction de ces dispositifs de ce type-là. Après, moi, je suis totalement d'accord avec le triangle d'inaction qu'on évoquait tout à l'heure. Effectivement, il ne faut pas laisser au consommateur à penser que lui seul doit agir et que les autres ne font rien, mais qu'en même temps, le consommateur, il a véritablement parfois nécessité de choisir, d'avoir ce choix libre et éclairé. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir par moment aussi des choix collectifs. Je pense que c'est même ça qui doit être réfléchi, à condition effectivement qu'on puisse trouver aussi des lieux où on puisse aborder toutes ces questions. Et c'est un peu l'objet de cette table ronde et c'est très bien.
Alors, je vais poser la question de Paul, qui l'avait déjà posée un peu plus haut dans le flux de la conversation. Donc, comme cette question a été posée 2 fois, elle mérite honneur. Et elle s'adresse à Pierre. Pierre, est-ce que le reconditionnement, notamment des matériels informatiques, ne contribuerait-il pas à une réduction de l'impact environnemental du numérique? Absolument. Merci pour la question, Paul, et Jennifer également. C'est un point clé, en fait. Nous, on a pris en compte, par exemple, dans les critères d'achat public. C'est en fait, ça touche à une dimension plus large qui est, on va dire, l'éco-conception, parce que avant de pouvoir reconditionner un matériel, il faut quand même qu'il soit un tant soit peu réparable. Et donc, ça touche à la question de la réparabilité, de la disponibilité des pièces détachées, etc. Donc, oui, bien sûr, il y a certains matériels pour lesquels, on va dire, le n'est pas forcément programmé, mais juste au vu de l'évolution de la technologie, ne justifie pas un reconditionnement. Mais pour beaucoup, c'est quand même souvent le cas. Il y a systématiquement des bénéfices environnementaux à prendre cette approche. Donc oui, donc comme je dis, nous c'est un critère qu'on prend déjà en compte sur toute une gamme de produits. Pardon. Et je crois que c'est important aussi que la France, parmi les États membres de l'UE, a vraiment été un pays leader avec la loi sur l'économie circulaire. Donc, je crois qu'il y a eu pas mal de débats en France sur l'applicabilité, etc. Bon, c'est discuté dans pas mal d'autres États membres et après au niveau européen. Mais voilà, le bilan environnemental, on va dire, est presque systématiquement positif. Voilà, il faut une fois encore, on peut regarder les impacts plus larges, comme j'ai dit, et je crois que j'ai mentionné les arbitrages entre consommation et efficacité dans l'utilisation des ressources. Mais très globalement, c'est un pas positif. On a une question aussi pour Pierre de Alain. Comment est abordée la question environnementale dans les nouvelles directives européennes sur le numérique actuellement en cours d'élaboration? Je passe. D'accord. On en a une deuxième pour vous si vous voulez. En fait, c'est pas forcément. Enfin, la question environnementale, de toute façon, ça fait partie des impacts qui sont systématiquement étudiés dans toutes les directives européennes par défaut. Et donc, non, pour donner une réponse un peu pertinente, je ne peux pas répondre précisément à part sur ce que j'ai déjà mentionné, en fait, sur la taxonomie, la classification des activités économiques selon leur impact environnemental. Donc, il y a les impacts indirects du numérique sur les autres secteurs économiques qui est prise en compte. Mais sinon, je n'ai pas la vision globale de cette question. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je crois que vous pouvez poser des questions directement par le micro d'ailleurs, mais... Et je vois qu'il y a une réponse de Germain concernant les émissions d'OVH. S'il n'y a pas de... Jennifer, on ne t'entend pas. Le grand classique. Il y avait d'autres questions qu'on a relevées tout au long du débat, donc je peux peut-être en citer quelques-unes que j'ai relevées. Il y avait notamment une question de Savine qui s'adressait à Sophie et qui disait « À quoi pensez-vous en particulier quand vous parlez de problèmes économiques si tout le monde se met à avoir des usages sobres? Est-ce en matière d'achat ?» Je reviens du coup finalement, c'était la question tout à l'heure à Germain qui était la tension entre cet objectif de faire mieux et cet objectif de faire moins. Si l'objectif, c'est de faire mieux, effectivement, il n'y a pas forcément de souci. Si l'objectif, c'est de faire moins, si on fait moins, effectivement,
C'est-à-dire, si on consomme moins, est-ce qu'on est capable de consommer? Quel est le lien entre, par exemple, la quantité de données échangées? Parlons de la 5G pour prendre un exemple, un petit peu, faire un pas de côté peut-être par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Mais parlons de la 5G et quel est le business plan des opérateurs téléphoniques par rapport à la 5G? Est-ce que les opérateurs téléphoniques, est-ce qu'ils rentrent dans leurs frais au vu par exemple, des achats de fréquences qu'on a observées? Est-ce qu'effectivement, ils vont rentrer dans leur budget s'il n'y a pas une explosion de la consommation, une explosion des usages des différentes possibilités offertes par la 5G? Bon, ça c'est une question qui est complètement économique. Et si c'est pas, comment faire autrement? Donc peut-on faire moins? Peut-on effectivement réduire les usages du numérique sans impact sur l'industrie du numérique? C'est une question qui me paraît effectivement importante à aborder. Alors, je vais reprendre encore une question de Paul, qui l'a encore une fois posée 2 fois, donc que j'avais bien relevé, mais du coup, je lui fais encore honneur. Alors, elle s'adressait directement à Gérard, à Olivier, mais en fait, elle peut s'adresser à tout le tour de table. Paul demandait finalement qu'est-ce qu'un usage responsable du numérique? En 1 minute. Qui veut répondre? Alors, moi, je n'ai pas de définition absolument claire de ce que c'est. Au contraire, je pense que l'idée, c'est que chacun, finalement, quelque part, définit ce qu'est son usage responsable au regard des enjeux qu'il y a derrière. Un usage responsable, c'est un usage où on a pu prendre en compte un certain nombre de critères, d'éléments, et pour pouvoir avoir un choix éclairé sur cette base-là. Et là, on est dans quelque chose… Alors, ça peut être des éléments individuels, mais ça peut être des éléments collectifs, ça peut être des éléments environnementaux et plein d'autres critères. Et c'est bien ça l'idée. Par exemple, alors quand on inclut usage, on inclut aussi le choix de certains usages. Pour revenir sur la 5G, est-ce qu'aujourd'hui, si je suis un usager lambda, quelle est mon utilité d'avoir un téléphone 5G, avec un coût, un téléphone 5G, d'avoir un abonnement 5G, pour quels usages, et quels sont les effets de cet usage, les effets environnementaux, mais aussi le fait qu'on va avoir probablement des consommations qui vont être des consommations plutôt excessives, plutôt importantes en termes de vidéo, en termes de streaming. Et c'est de prendre en compte tout ça et de pouvoir finalement se dire, là, je suis dans quelque chose qui est pour moi responsable. Donc, pour moi, il n'y a pas de définition de ce qu'est un usage responsable. C'est finalement chacun individuellement ou un groupe qui peut définir ce qu'est un usage responsable. Anaïs, tu levais le doigt? Oui, je me permets d'intervenir sur cette question. Je trouve que c'est un peu ce qu'on disait. C'est quand même définir un usage responsable, c'est quand même vraiment remettre la responsabilité sur le consommateur et un petit peu oublier qu'à la base de l'usage, il y a un service et que si on ne comprend pas vraiment l'origine de toutes ces données qui sont consommées, on pourra toujours avoir un même usage qui évolue pas tellement en termes de ce qu'il va offrir au consommateur, mais qui va toujours être plus consommateur de données parce qu'avec toujours une qualité vidéo qui est toujours meilleure, avec toujours plus de pubs, avec toujours plus… Et donc, peut-être qu'il faut aussi se poser la question de la définition responsable du service. Et pour ça, vraiment creuser pour essayer de comprendre d'où ça vient et qu'on puisse continuer à bénéficier tous de ce que le numérique nous offre. Mais en ayant défini un service plus responsable. Et donc voilà, en essayant de trouver une voie un peu plus médiane. Je trouve que c'est quand même important, même si j'avais finalement pas de définition et que l'information elle est importante et qu'après chacun doit faire ses choix, mais il y a une question de définition du service qui est quand même très importante. Une dernière question de Bastien. Le rapport du CGEDD de 2008 insistait déjà dans ses recommandations sur la nécessité d'avoir des méthodologies de calcul des émissions de gaz à effet de serre du numérique fiables et précises.
On retrouve cette recommandation presque à l'identique dans des récents rapports sur le sujet. Comment expliquer qu'en plus de 10 ans, aucune méthode n'ait fait l'unanimité ou n'ait été développée? C'est une question très large. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Enfin, elle ne vise pas quelqu'un en particulier, mais... Peut-être Sophie ou Pierre, mais... Il y a une question de peut-être, enfin, il y a plusieurs questions. C'est peut-être une question de normalisation, en fait, c'est-à-dire d'harmonisation des méthodologies de calcul. Je vois aussi qu'il y a eu des réactions à ça sur le fait que, effectivement, enfin, une fois que la méthodologie est définie, après, les résultats peuvent être un peu manipulés selon les sources d'informations qui sont utilisées pour rentrer les données dans les calculs. Donc, depuis 2008, je pense que les méthodologies en analyse de cycle de vie sur les émissions du numérique ont pas mal progressé. Il y a plusieurs manières de procéder, il y a plusieurs méthodologies concurrentes. Je pense que ce qui manque, c'est vraiment une harmonisation ou une standardisation pour pouvoir comparer pour pouvoir avoir des comparaisons. Maintenant, voilà, dans ces méthodes-là, ce qui est important, c'est l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comparer avec quoi et pourquoi. C'est pour ça qu'en général, les comparaisons, et notamment sur les gaz à effet de serre, sont faites un peu ad hoc selon les projets, parce que c'est difficile de... Enfin, voilà, quelle est la question? Est-ce qu'on compare les émissions d'un opérateur, d'un utilisateur, d'un produit, donc d'un terminal, d'un réseau? Enfin, c'est voilà, il faut savoir exactement, ça doit être orienté vers une conclusion précise. Donc, je pense qu'il y a un peu ça aussi qui explique qu'on ne soit pas fixé sur une méthodologie précise. D'accord. On approche de la fin de cet atelier. Je vous propose de faire un dernier tour de table pour recueillir un peu les messages et les recommandations de chacun des participants pour qu'on puisse éventuellement les synthétiser et les porter au niveau IGF Monde. Je vous propose de faire ça dans l'ordre qu'on a utilisé pour la table ronde. Donc, Sophie en premier. J'espérais que vous alliez dire en ordre inverse. Alors, quelle recommandation? Moi, ma recommandation, ça serait peut-être effectivement qu'on parlait beaucoup de responsabilisation de tout le monde finalement. Est-ce que finalement la recommandation principale, ça serait pas alors d'une part de s'informer, effectivement, de revenir aux enjeux globaux. On est dans une situation d'urgence climatique, on est dans la 6e extinction de masse des espèces. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, les enjeux, ils sont là. Donc, les usages responsables sont effectivement peut-être à définir par rapport à ça, à cette situation-là. Et ensuite, plus concrètement, pour revenir à la question d'aujourd'hui, et en particulier des usages du numérique, encore une fois, vis-à-vis de ces enjeux globaux, on est dans une problématique d'arbitrage. Comment on gère cette urgence climatique? Comment on gère cette urgence environnementale? Comment on choisit où on investit notre temps, notre énergie et notre argent. Merci. Pierre? Vaste question, mais je reviendrai sur quelques points que j'avais déjà mentionnés. Je pense qu'avant d'arriver au point où on est vraiment en train de distinguer les usages selon un jugement qui peut être moral ou subjectif, il y a beaucoup à faire avant vraiment de toucher le cœur du contenu. Et ce sera, à mon avis, les voies qui vont être explorées en priorité dans les années qui viennent. Et un deuxième point, c'est que effectivement, plutôt que d'utiliser la méthode forte et de limiter les usages, je crois beaucoup quand même au rôle de la prise de conscience par la mise en exergue donc que ce soit d'étiquettes ou autres, mais d'informations pour tous les acteurs qui après peuvent prendre celles-ci en compte pour prendre leurs propres décisions.
Donc voilà, une normalisation et surtout rechercher des données robustes. Merci. Germain, une recommandation, un message? Ouais, bah dans la continuité, c'est de la transparence et des méthodes normalisées pour pouvoir donner des informations fiables. Merci. Anaïs? Oui, bah, je vais m'inscrire dans la continuité, mais c'est vraiment, je pense que pour nous, l'important, c'est d'avoir vraiment une approche globale, de prendre le problème dans son entier, pas seulement focuser sur un usage ou une techno et lui jeter la pierre et dire bon, bah, ça, il faut arrêter ou ça. Voilà, c'est vraiment comprendre le problème, tout s'entremêle. Donc, il faut qu'on collabore avec l'ensemble de l'écosystème parce qu'il y a énormément d'expertises très précises et très différentes à prendre en compte pour essayer de définir une méthode une bonne fois pour toutes pour être capable d'avoir des estimations fiables, des données fiables et ensuite de prendre les bonnes mesures qui nous permettront d'agir le plus efficacement possible parce qu'effectivement, bah, le problème, il est là et maintenant, il faut agir, quoi. Merci beaucoup, Olivier. Donc évidemment, je partage ce qui a été dit sur cette prise de conscience, cette information, ces données fiables, cette approche globale, ça me paraît essentiel. Et je rajouterais peut-être un point, c'est penser aussi ces enjeux globaux, cette urgence, et pour tenir compte aussi de la réalité de vie des usagers, c'est de faire des alliances avec d'autres enjeux sociétaux. Par exemple, les enjeux autour de la protection de la vie privée, autour de la protection des mineurs. Je pense qu'on peut trouver des alliances. L'idée, c'est de pouvoir avoir un discours, un message qui soit beaucoup plus entendable et beaucoup plus impactant. Et on voit par exemple que sur certains sujets, on pourrait imaginer avoir un discours qui allie en fait un certain nombre d'enjeux pour être beaucoup plus pertinent. Donc finalement, l'urgence environnementale, elle est là, mais faire des alliances avec d'autres enjeux sociétaux, c'est peut-être une bonne manière de faire passer des messages. Merci à tous. En parlant d'Alliance, je vois qu'il y a des collaborations qui se montent aussi dans le chat. Et tant mieux si ça peut servir aussi à ça, le FGI. Alors, je remercie tous les intervenants. Je remercie également tous les participants et puis la dynamique qu'il y a eu aussi dans la conversation parallèle où beaucoup d'informations ont été partagées. La question a été posée à plusieurs reprises. Oui, on a enregistré le débat et il sera publiquement partagé. Donc, vous pourrez le faire circuler avec plaisir. Et j'ai la charge de faire la transition vers le prochain atelier qui se tiendra donc le mardi 11 mai de 17h30 à 19h, donc sur les mêmes horaires, et qui traitera de technologie Internet et résilience et de la cybersécurité à l'ère de la fracturation de l'Internet. Ce sont aussi des petits sujets à traiter en 1h30, mais en tout cas, on sera heureux de vous y retrouver. À bientôt et bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.